Nous allons voir dans cette leçon maintenant quelques notions sur l'effort tranchant. Nous allons considérer un profilé ouvert soumis à un effort tranchant TY. Considérons un point P quelconque situé sur le profil et opérons donc un zoom autour du point P. On retrouve, comme pour la torsion, un champ de contrainte de cisaillement tangente au profil et constante dans l'épaisseur. On posera à nouveau φP, c'est-à-dire le flux de cisaillement, égal au produit de taux P par EP, l'épaisseur mesurée localement de ce profil. Rappelons que ce flux s'exprime en newton par millimètre. Nous allons isoler le tronçon situé entre A et P, puis, dans ce tronçon, nous allons isoler une tranche d'épaisseur dx. Nous allons ensuite envisager un zoom autour du point A et autour du point P. Considérons le zoom autour du point A. Sur le bord représenté en jaune, aucune contrainte ne règne, puisqu'il s'agit d'un bord libre de notre profil. Autour du point P, nous trouvons le flux taux P dont il était question précédemment. Du fait de la propriété de réciprocité des contraintes tangentielles, on retrouve la même distribution sur la face violette, dirigée vers l'arête. Rappelons la formule dmz sur dx égale moins ty. Cette formule nous dit que s'il y a de l'effort tranchant ty, il y a nécessairement de la flexion mz. L'effort tranchant ty s'accompagne toujours de flexion suivant z. La réciproque n'est pas vraie, puisqu'on peut avoir de la flexion sans effort tranchant. On a donc un tenseur des contraintes complet, avec de la contrainte sigma x due à mz, et des composantes taux xy et taux xz dues à la présence de ty. Nous avons mis en place les contraintes de cisaillement. Il faut donc rajouter la distribution de contraintes sigma x. Voici une fibre longitudinale qui subit dans la section d'abscisse x une contrainte sigma x et dans la section d'abscisse x plus dx une contrainte sigma x plus d sigma x. Comme on le voit dans la formule dmz sur dx égale moins ty, le moment fléchissant va varier en fonction de x, donc la contrainte sigma x sera elle-même variable en fonction de l'abscisse x. Comme on le sait, la contrainte sigma x a pour expression moins mz sur iz fois y. Y représentant la position de la fibre par rapport au plan moyen. On aura de la même façon sigma x plus d sigma x qui sera égal à moins mz plus dmz sur iz multiplié par y. On connaît donc maintenant toutes les contraintes agissant sur notre petite tranche d'épaisseur dx. On va donc pouvoir traduire l'équilibre en écrivant que la somme des actions agissant suivant x est égale à 0. Nous allons donc écrire que taux en P que multiplie l'épaisseur en P fois dx, qui représente l'aire colorié en violet, moins, pour la face coloriée en jaune, taux en A que multiplie EA dx, mais on sait que taux en A est égal à 0, plus, pour la face avant, somme double sur le tronçon qui va de A jusqu'à P des quantités sigma x plus d sigma x fois ds, moins, pour la face arrière, somme double à nouveau de A jusqu'à P des quantités sigma x ds, égale 0. La résultante de toutes les actions agissant suivant x sur notre tronçon isolé est égale à 0. En remplaçant sigma x et sigma x plus d sigma x par leurs expressions qui sont données au-dessus, et en écrivant que dmz est égal à moins ty que multiplie dx, on obtient très facilement la relation donnée ici, à savoir taux P fois EP moins taux A fois EA, je continue de garder ce terme même si je sais que taux A est égal à 0, plus ty sur iz, somme double sur le tronçon AP de yds égale 0. Cette relation conduit donc à l'expression de phi en P égale à phi en A, qui vaut 0, moins ty sur iz, somme double de A à P de yds. On a donc un point courant qui décrit le tronçon de A jusqu'à P. Y représente la position de ce point courant par rapport au plan moyen, et ds est un élément surfacique entourant notre point courant. Cette formule est la formule de Brett. Grâce à cette formule de Brett, il est possible de déterminer la variation du flux de cisaillement tout au long du parcours, c'est-à-dire de A à B, puis de B à C, de C à D et enfin de D à E. Remarquez qu'en E, on doit retrouver nécessairement un flux égal à 0 puisqu'on se trouve à nouveau à l'extrémité du profil où on a les mêmes conditions qu'en A. Vous vous souvenez que le flux est un effort distribué par unité de longueur. Si on intègre donc le flux phi de A jusqu'à B, eh bien on obtient un effort qu'on va appeler FAB qui est l'effort encaissé par le tronçon AB. Cet effort est évidemment dirigé suivant AB. Cet effort est donc représenté par l'aire sous la courbe mesurée entre les points A et B. On peut de la même façon déterminer les efforts FBD et FDE
qui sont les efforts respectivement subis par le tronçon BD et le tronçon DE. Comme on le voit, l'aire sous la courbe entre A et B est égal à l'aire sous la courbe entre D et E. Les deux efforts FAB et FDE sont donc de même intensité. Quand on dispose bout à bout ces trois efforts, on doit bien évidemment retrouver TY. Les forces FAB, FBD et FDE sont coplanaires puisque contenues dans le plan de la section droite. On sait que quand on a affaire à des forces coplanaires, si leur somme n'est pas égale à 0, ce qui est le cas ici, eh bien ces trois forces sont équivalentes à une force unique. Cette force unique a pour intensité TY, mais on peut maintenant se poser la question de sa ligne d'action. Où est située la ligne d'action de la force équivalente à ces trois forces données FAB, FBD, FDE? Si on effectue ce calcul, on va trouver que la ligne d'action se trouve à l'extérieur de la section, à droite ici de l'âme BD. Les trois forces FAB, FBD et FDE sont donc équivalentes à la force unique d'intensité TY dont la ligne d'action vient d'être trouvée. Cette ligne d'action passe par le point grand C qu'on appelle centre de cisaillement. Le centre de cisaillement, c'est le point où le moment des actions de cisaillement est égal à 0. Pour trouver la position du centre de cisaillement, il faut se placer dans la situation d'un effort tranchant pur, ce que nous avons fait ici. Quand on applique un effort tranchant pur, c'est-à-dire quand les actions de cisaillement ne sont dues qu'à l'effort tranchant, et qu'il n'y a donc pas de torsion, c'est en C que le moment est nul. C'est donc en C que devra être calculé le moment de torsion, puisque c'est le point où le moment des actions de cisaillement est nul quand la torsion ne s'applique pas. C est donc aussi appelé centre de torsion. Considérons un profilé en C qui ressemble à celui qui nous a servi pour mettre en place la formule de Brett, et soudons une plaque à l'extrémité de ce profilé. Cette plaque sera percée de trous, et l'un de ces trous est situé à la verticale du point C, centre de torsion. Le chargement sera constitué par une masse que l'on pourra déplacer en la positionnant dans l'un des trous qui a été percé au bas de la plaque. Installons deux comparateurs qui vont mesurer les déplacements verticaux des deux extrémités de l'arête supérieure de la plaque. La plaque travaille en flexion, en effort tranchant et en torsion. Du fait de la torsion, la section extrême subit une rotation autour de l'axe X. La conséquence est donc que les deux comparateurs indiquent des valeurs différentes. Quand on place la masse dans le trou qui est situé à la verticale du point C, eh bien on s'aperçoit que les deux comparateurs indiquent la même valeur. Cela signifie que la plaque travaille en flexion, à l'effort tranchant, mais ne travaille plus en torsion. La section extrême ne subit plus de rotation autour de l'axe X. Vous voyez que pour qu'un profilé ne travaille pas en torsion, il suffit de faire en sorte que l'effort passe par le centre de torsion. Dans ce cas, le moment de torsion est nul. C'est la fin de ce chapitre sur l'effort tranchant.